Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux astuces et aux choses à éviter quand on veut s'installer à l'étranger. Je vous invite à regarder le premier épisode si c'est pas déjà fait pour comprendre un petit peu quelle légitimité j'ai de vous parler de toutes ces choses là et surtout pour comprendre un petit peu qui je suis au final. Encore une fois, c'est pour que vous compreniez que je suis pas juste le gars qui s'est amusé à partir 2 mois pendant les vacances aux Seychelles et qui revient avec une idée toute fraîche de comment la vie se passe à l'étranger. Non, pas du tout. J'ai vraiment vécu des galères depuis maintenant, ça fait près de 5 ans et demi. Comme à la maison, il est 10h du soir, je vais jamais dormir. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse particulièrement aux gens qui sont désireux de s'installer à l'étranger et qui ont pour ambition de partir. Ensuite, vous trouverez dans la description les différentes étapes de cette vidéo afin de vous faciliter la lecture de celle-ci et histoire que ça ne soit pas trop relou à écouter et que s'il y a des passages qui vous intéressent pas, vous vous zappez complètement. Je vais parler pendant 2000 ans encore une fois pour vous raconter un maximum de choses, pour éviter de faire des vidéos de 2 minutes pour en faire 3000 et je vais essayer vraiment de donner un maximum d'informations. Et enfin, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, enfin que ce soit un petit peu relatif à la chaîne YouTube, ça serait pas mal. Mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à envoyer un mail à l'adresse qui est marquée encore une fois dans la description. Un petit coup de drogue, ça c'est des mots censurés par YouTube je crois. Il faut que j'évite de dire des conneries comme ça trop souvent. Allez, c'est parti. Vous êtes donc en fin d'études supérieures ou en plein milieu ou alors pendant le coronavirus et du coup vous avez tout perdu à zéro ou alors pas du tout, vous n'avez jamais fait d'études parce que vous vous êtes rendu compte bien avant que ça servait à rien et c'est pas plus mal non plus et vous hésitez à partir à l'étranger. Pour cette première question, je vais prendre l'exemple de l'Australie parce que c'est un pays que je connais particulièrement bien. Mais les conseils que je vais vous donner sont applicables à tous les pays, bien évidemment. Donc si vous êtes comme moi, si j'en ai rien les petits gars, il faut que j'arrête de faire le con quand même parce que les gens c'est pas des débiles non plus. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'économies pour partir à l'étranger. Première étape, pour économiser de l'argent quand on est jeune, il faut un élément clé. Et l'élément clé, c'est de la patience. Et souvent quand on est jeune, on n'en a pas forcément, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que je vais vous sortir une phrase de vieux, mais qu'il va falloir que vous compreniez un petit peu, c'est que tout vient à point à qui c'est attendre. C'est vraiment une phrase de Papy Brossard quoi, mais elle prend tout son sens quand on a vécu l'expérience. Maintenant, si j'avais un conseil à vous donner, si vous vivez seul et que vous êtes célibataire, encore une fois je reprends mon cas à l'époque, prenez dès aujourd'hui une colocation si ce n'est déjà fait. Évitez de vous prendre un appart à vous tout seul ou un petit studio. Vous quittez votre appart, à la rigueur vous perdez la caution, on n'en a rien à faire, mais vous prenez une coloc avec des potes ou plusieurs personnes et vous réduisez drastiquement vos dépenses mensuelles de ce loyer qui coûte une fortune en France. Ça peut paraître un peu simple comme premier conseil, mais quand on est jeune, le confort, on peut complètement s'en passer. Vous pouvez vivre sous une tente et c'est ce qui va sûrement vous arriver dans les prochains mois qui arrivent et kiffer votre mère complètement. Alors commencez pas à faire les fines bouches que vous vivez avec 35 personnes dans un 10 mètres carrés. Pendant 5-6 mois, vous pouvez le faire. Donc dites tout simplement que les prochains mois de votre vie, donc on parle encore une fois de 5 ou 6 mois, ils vont être décisifs pour les prochaines étapes qui arrivent à l'étranger. Une fois que vous êtes en coloc, apprenez à vous contenter du minimum et de l'essentiel. Évitez de bouffer tous les midis dehors, au resto. Pensez à cuisiner plutôt vos plats préférés, des pâtes au steak ou des steaks aux pâtes. Encore une fois, quand on est jeune, on peut sûrement se permettre de faire beaucoup de plats différents. En gros, il faut éviter de faire toutes les activités qu'on a envie de faire quand on est jeune. C'est un petit peu bête de dire ça, mais c'est tellement vrai. Il faut éviter de faire tous les trucs plaisants. Aussi, si vous êtes célibataire, évitez Tinder, les gars. Je sais que ça peut être débile. Pour peu que vous rencontriez quelqu'un, donc un gars ou une fille, ou les deux, enfin c'est à vous de voir, hein. Je suis pas là pour juger. Et c'est ce qui a failli m'arriver. En l'occurrence, ça peut compromettre complètement vos projets d'avenir. Ensuite, il vous faudra un élément essentiel, un travail. T'as terminé ton travail ? Et ouais les gars, on n'est pas des tuches. Donc il va falloir trouver un travail, ce que j'appelle un travail de traversage de rue. C'est-à-dire que vous allez trouver un travail comme Macron, vous traversez la rue, vous trouvez un petit boulot. Ça va être la manutention, ça va être serveur, ça va être bartender. Et aussi, et c'est ce que j'ai fait, être figurant pour des films. J'ai fait plein de films pourris, hein. Ça dure entre 6 et 8 heures le tournage et vous avez rien à faire, hein. Vous avez juste à marcher, à faire je suis là, je marche, coucou. Mais ça fait quand même pas mal de ronds. Voilà, vous pouvez encore faire du télétravail et c'est aussi ce que j'ai fait. Vous pouvez faire également des renforts de sécurité pour la gendarmerie. Vous avez pu faire votre formation en tant que réserviste pour la gendarmerie, c'est exonéré d'impôts en plus. Il y a plein de petits boulots. Une fois que vous avez votre travail et que vous avez commencé à travailler, par mois, on va prendre large, vous faites 1000 € par mois. Si vous avez des dépenses qui oscillent entre 400 et 500 €, ça vous fait entre 500 et 600 € de côté par mois mis dans la poche. Et c'est super important de vous dire, putain, voilà, ça c'est important. J'en ai marre de roter. C'est des mathématiques qui sont complètement folles.
Si on continue sur ce raisonnement, il vous faudra entre 6 et 7 mois pour économiser entre 3 000 et 4 000 euros. Et c'est complètement faisable. Si vous êtes en coloc, vous allez payer entre 250 et 300 euros par mois, vous allez payer un abonnement téléphonique, à la rigueur vous dépensez un petit peu de wifi, vous faites 100 euros de courses, on va dire, allez, 200 euros de courses grand max, on arrive déjà sur les coûts de 500 euros. Et encore, je suis vraiment large parce que si vous achetez que des pâtes et du riz et des steaks, vous êtes complètement en dessous de ça. Donc c'est faisable. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas mettre de sous de côté. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y en a plus. Une fois que vous avez votre paye du mois, vous mettez directement 400 à 500 euros de côté sur un autre compte et c'est bloqué pour votre départ à l'étranger. Puis si vous avez de la chance, si vous avez une bonne banque, vous pouvez vous faire entre 4 et 5 euros en un an. Je veux dire, à un moment donné, les gars, c'est pas négligeable quoi. Maintenant, considérez que le billet d'avion pour l'Australie, il coûte 1000 euros. Et encore, je prends des tarifs coronavirus. Il coûte bien moins cher que ça. Normalement, le coronavirus, il coûte moins cher. J'ai checké sur le net, il y a quelques mois de ça, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, et c'était entre 600 et 700 euros. Déjà rien que ça. Bon, après, peut-être que c'était un avion qui décollait pas et qui roulait sur tout le lot. Le Working Holiday Visa va coûter entre 250 et 300 euros. Donc, pensez également à payer le visa avant d'y arriver, il y en a qui le font pas, c'est débile. Pensez à prendre une assurance, c'est également hyper important. Si vous arrivez le moins de pépins à l'étranger, ça peut être du pénal aussi également, attention. Il y en a qui se sont mis à pisser sur des murs en Australie, ils étaient bien contents d'avoir une assurance pour tout rembourser, vraiment. Ça va à des millions de dollars, pisser sur un mur, le mec, il y a la police qui va vous prendre le FBI quoi. Avant de partir, prenez l'essentiel et considérez qu'une fois sur place, vous n'aurez pas forcément énormément de place. Faites pas comme moi, je suis parti avec ma maison sur le dos. Pourquoi je pars? Est-ce que je pars pour m'amuser? Est-ce que je pars pour faire un road trip ou est-ce que je pars simplement pour m'y installer? Et si vous voulez vous y installer, vous achèterez tout sur place une fois que vous aurez un travail. Vous verrez, la vie coûte bien moins cher à l'étranger. En France, tout est hors de prix également, mais c'est hors de prix parce qu'on a des salaires pourris. Alors quand vous vivez en Australie par exemple, c'est hors de prix, mais vous avez des très bons salaires à la fin du mois. Donc pensez-y. Est-ce que vous allez vous sentir plus à l'aise dans une culture que vous ne connaissez pas? La réponse est forcément oui. Sinon, vous ne voulez pas partir à l'étranger. Et surtout, est-ce que j'ai vraiment envie de partir de France? Est-ce que ce pays, il n'est pas oufissime au final s'il n'y avait pas tous ces petits problèmes qui nous gâchent le quotidien? Il va donc falloir faire un travail surhumain sur vous-même pour que vous compreniez vraiment ce dont vous avez envie de faire. Et essayez également de considérer votre équilibre social et professionnel que vous avez en ce moment. Si vous avez vraiment tout qui tend à avoir une vie qui est plutôt sympathique, dites-vous qu'à l'étranger, ça va être dur. Rien n'est facile à l'étranger honnêtement. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin dans le jardin du... j'ai jamais su cette phrase. Mais elle n'est pas plus verte mon gars, elle est ultra synthétique l'herbe. Valise ou sac à dos? On dirait un début de reportage d'M6 quoi. Valise, sac à dos, que faire? Si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, partez vraiment très léger. Vous vous rendrez compte que vous n'avez vraiment pas besoin de la moitié de vos fringues. Surtout pour les nanas, prenez pas 45 paires de pompes. Les nanas, prenez pas trop d'affaires, des habits de soirée, vous achèterez sur place encore une fois et bien moins cher, ok? Et bon là du coup, on passe à la deuxième étape. Et qu'est-ce qu'on fait une fois sur place? Toutes ces lumières dans la tête, je peux vous dire que je vais perdre 10 aux 2 yeux quoi. On commence la deuxième partie. Si j'avais été moins prétentieux et soucieux de mon petit confort, une fois arrivé en Australie, j'aurais pris une auberge de jeunesse tout de suite. J'ai toujours pensé que les auberges c'était un petit truc de bolos un petit peu, alors que c'est tout l'inverse mon gars, tu passes les meilleurs moments de ta vie. Dans mon cas, mon pote nous avait trouvé un couchsurfing, donc c'était gratuit et en plus les proprios avaient été super sympas, ils nous avaient tout expliqué, ils nous avaient donné plein de bons plans. Attention, cherchez l'erreur, une fois que vous êtes à l'étranger, ne comptez pas sur la chance. La chance est un facteur bien trop aléatoire pour être pris en compte. Pourquoi aller en auberge jeunesse du coup? J'aurais tendance à dire tout d'abord qu'il est important de garder un contact humain et je vous assure que c'est impossible que vous rencontriez pas des gens sur place une fois en auberge jeunesse. Vous avez beau être le mec le plus timoré ou alors introverti de l'humanité, il y aura forcément un mec bourré, un genre qui va dire bon, c'est peut-être pas les meilleurs gars que vous avez envie de parler, mais bon, il y a forcément un mec bourré qui va s'asseoir à votre table et qui va faire super, t'es tout seul, viens picoler. Et ça va partir de là. Il y a plein de tables différentes dans les auberges jeunesse et vous allez rencontrer des Espagnols, des Portugais, des Chinois, des Russes, tout le monde, honnêtement, tout le monde veut partager la même chose que vous, c'est-à-dire une expérience atypique à l'étranger. Vous pouvez prendre des décisions complètement maladroites, vous pouvez vous lever, vous pouvez parler à cette fille, vous pouvez parler à ce gars qui est tout seul également, vous pouvez prendre des décisions qui vous changeront même pas du tout un quart de centième de votre vie dans les 2 prochains jours qui vont arriver. En plus de ça, vous allez quasiment rien payer parce que vous êtes en auberge jeunesse, il y a 15 personnes qui puent des yeux dans votre chambre, donc c'est tout bénef. Vous allez pouvoir mettre un max de thunes, encore plus que ce que vous avez économisé d'abord en France.
France qui sont juste des réserves. Et honnêtement, il y a très peu de gens qui arrivent à pas trop se faire de thunes en l'espace de quelques mois. Il faut vraiment le vouloir pour pas mettre des ronds de côté. Effectivement, je viens de me rendre compte, mais oui, vous êtes payé à la semaine en Australie. Et c'est d'ailleurs génial. Être payé à la semaine, ça change tout. Notez que les premières semaines, vous allez vous sustenter de bouts de bois, de bière et de goût. À côté, la villageoise, c'est un grand cru, vous voyez. Je pense qu'il est primordial, quand on veut s'installer à l'étranger, de passer les premiers mois à rigoler, à s'éclater, à passer des moments avec des nouveaux amis, etc. De toute façon, tout ça, c'est inné et vous le ferez inconsciemment parce qu'il faut que vous fassiez la transition avec la période France-étranger. C'est hyper important de vous mettre dans le mood et de ne pas avoir une rechute, comme ça arrive beaucoup pour beaucoup de personnes une fois sur place. Ils essayent absolument de trouver un travail, ils galèrent et là, ils sont dans le mal complet. Ils se disent « Ah, qu'est-ce que je fais à l'étranger? J'aurais jamais dû partir. » Une fois les premières semaines passées, vous pourrez vous hâter à la recherche d'une vraie coloc ou alors vous prendrez votre studio avec votre copine ou avec votre copain ou avec les deux si vous êtes comme DSK ou alors vous pourrez simplement vous remettre dans une coloc et c'est super facile. Il y a plein de sites internet, je vous en ai mis quelques-uns dans la description pour vous aider à trouver des colocs. Vous avez Gumtree qui est le plus connu, Gumtree il y a de tout. Vous pouvez trouver des saphirs et également de la weed. Donc c'est vraiment les deux extrémités dans Gumtree quoi. Il y a même du boulot et c'est d'ailleurs le site de référence en Australie. Une fois que vous avez trouvé votre appart, vous êtes en coloc, si vous voulez rester en auberge, c'est très bien, mais dites-vous que l'auberge, c'est quand même un mood trop vacances et si vous voulez vraiment vous installer et que vous avez l'ambition de rester dans le pays, il faut quand même partir à un moment donné, mettre ça de côté et dire allez c'est bon, j'ai bien kiffé, maintenant on passe aux choses sérieuses. Vous êtes maintenant complètement autonome. Il n'y a vraiment plus rien qui vous relie en France, à part le petit contact humain avec le téléphone, mais il n'y a plus rien qui vous relie avec vos potes d'avant. Là, c'est carrément une nouvelle vie qui s'offre à vous. Profitez des premières semaines, mais gardez à l'esprit le pourquoi vous êtes venu à l'étranger. J'ai vu beaucoup de personnes basculer du mode « Ah bah je me suis bien éclaté au début des premières semaines et puis peut-être qu'au final je vais faire que ça » alors qu'ils avaient envie de s'éclater et après trouver du vrai travail une fois sur place. Vous allez vous rendre compte que le temps passe très vite et vous n'avez qu'un an pour réaliser vos projets en Australie. Un autre détail, et je terminerai là-dessus, pour celles et ceux qui veulent s'installer en Australie par exemple, mais sur du long terme, je leur conseille de faire tout de suite les fermes. C'est-à-dire, rien que d'en parler, ça me fait vomir tellement j'ai détesté ce truc-là. Vous allez faire directement vos 88 jours en ferme dès que vous arrivez en Australie. Vous achetez un van ou vous trouvez quelqu'un qui a un van, vous partez directement faire les fermes et vous, en plus de ça, vous allez mettre des sous de côté, vous allez tout de suite rencontrer des gens. Vous allez faire la même chose que ceux qui partent à Sydney au final, mais vous allez le faire un peu plus loin et directement dans un travail. Et une fois que vous avez ces 88 jours, dites-vous que vous allez avoir 2 ans d'affilée qui s'offrent à vous. Vous pourrez terminer votre première année de Working Holiday Visa et enchaîner sur un deuxième directement si vous avez envie de continuer et le valider puisque vous aurez déjà fait vos 88 jours de ferme. Dites-vous également quelque chose, pour les employeurs, c'est également quelque chose de très positif de savoir que quelqu'un va pouvoir être dispo pendant 2 ans plutôt qu'1 an, qui se barre en plein milieu, qui revienne et qu'au final vous terminiez comme moi. Bon, allez, il va falloir faire des sous maintenant. La prochaine question, ce sera quel type de boulot faire avec mon niveau d'anglais qui est pourri ou pas pourri. Si vous arrivez en Australie avec un Working Holiday Visa, je sais jamais le dire ce mot. Vous avez beau sortir d'une école de ouf malade, de ouf molade, vous avez beau sortir du Mossad, je dis n'importe quoi. Vous avez beau sortir de la meilleure école de France en éco ou quoi que ce soit, avec option Predator ou même ne pas avoir fait d'études complètement, il faut savoir que les premiers employeurs en Australie, ils en ont rien à faire. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'un jour ça m'est arrivé de recevoir plein de candidatures pour un boulot que je faisais il y a encore pas si longtemps que ça, et je cherchais un assistant marketing pour qu'il bosse avec moi, et j'ai vu des gens qui faisaient l'université de El Plabo de la Dinera de la Morcana, et je dis mais je m'en bats les couilles, tu sais. M'en bats les couilles. J'en sais rien, tu sais, où c'est. Tant c'est une école pourrie ou tant c'est un truc de ouf. Souvent, c'est des RH qui ont 20 ans, 25 ans et les mecs, ils en ont aucune idée. Dites-vous également une chose, si vous avez beau sortir des meilleures écoles de France, une fois en Australie, ça vaut plus rien et votre premier employeur, il en aura rien à faire. Lui, ce qu'il va faire, c'est roter comme moi. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir une première expérience en Australie de quoi que ce soit. Je ferai plus tard une vidéo sur comment réussir à coup sûr ou vraiment aller à 90% d'entretiens en Australie pour être pris quasiment à tous les coups. Et j'en ai fait 1 milliard des entretiens et j'en ai raté que très très peu. Pour des petits boulots encore une fois. Et pour du vrai travail, c'est un petit peu différent. Il faut savoir bien parler anglais, il faut savoir bien se vendre et surtout il faut donner envie à l'employeur de vous prendre. Souvent en France, encore une fois, ils regardent la fiche de poste, ils disent « On vous a vu fait 5 ans, désolé, nous on cherche quelqu'un qui a 18 ans
moi qui a déjà 49 années d'expérience dans ce domaine. Alors qu'à l'étranger, ils en ont rien à faire. Vous pouvez sortir d'une niche en bois et dire coucou les gars, qu'est-ce qui se passe? Je cherche du boulot. Et les mecs disent T'es motivé? bah tu dis Ouais, je suis carrément motivé. le mec. Bah vas-y tiens, essaye. La culture backpacker, elle est très bien ancrée en Australie et dans ces nouveaux pays. Déjà en partant sur cette base-là, dites-vous pas oh, je serai jamais pris parce que je sais pas parler anglais. Encore une fois, j'ai travaillé avec des gens, ils savaient même pas parler anglais. Les gars, ils étaient là. Et le gars, il faisait D'accord, faisons comme ça. si vous voulez un boulot sûr et serein, je vous fais tout de suite une petite liste non exhaustive de tout ce qui existe en Australie déjà. Vous pouvez être barman. En revanche, pour être barman, il vous faut une licence spéciale que vous pouvez passer très rapidement, ça dure une après-midi, mais il faut savoir qu'il y a un business pour tout ce qui peut être licence à droite et à gauche, pour la construction, pour la vente d'alcool. Enfin, il y a un milliard de trucs. Si un jour vous avez un contrôle et que vous l'avez pas, cette licence peut vous faire laminer complètement. Mais alors, à des sommes, on n'est pas sur du 30 € monsieur parce que vous avez conduit en état d'ivresse. Non, on est sur du 3 milliards d'euros parce que vous n'avez pas le papier pourri qui prend une après-midi à faire. Serveur, donc c'est le métier le plus facile à faire une fois que vous êtes à l'étranger et souvent les employeurs ont tendance à sous-payer. Faites en sorte toujours d'avoir un contrat et d'être payé au minimum 17-18 $ de l'heure. Personnellement, j'attends encore les 1500 $ d'un mec qui m'avait dit qu'il me payerait cash et qui l'a jamais fait. Je travaillais un mois en tant que déménageur et j'ai jamais vu les sous. Du coup oui, déménageur, vous pouvez être déménageur également. Déménageur, eh ouais déménageur, j'ai déjà dit 20 fois, ça m'excite ce mot, pourquoi? Faire un boulot de livraison, ça existe, livraison de tout et n'importe quoi. Je faisais des frigos, des machines à laver. C'est deux petits boulots qui sont pas forcément très bien payés, mais aucune responsabilité. Vous finissez très tôt et vous commencez très tôt et vous avez le reste de la journée pour vous kiffer avec vos potes. Principalement, vous avez la construction. Même ceux qui n'ont jamais porté une pelle de leur vie, comme moi évidemment, j'avais jamais fait de boulot manuel. Mais quand le gars m'a demandé t'as déjà fait des trous? J'avais fait des trous, comment dire, j'avais le truc pour faire des trous dans les feuilles, ouais. Il m'a dit bon c'est pas grave, tiens prends cette perceuse, elle va me faire des trous partout. Alors je sais pas comment ça fonctionne, moi je suis pas un constructeur hein, les gars. Mais les gens aiment beaucoup faire des trous dans tout, des trous avec des pioches, des pelles, et si vous savez faire des trous, dites-vous qu'il y a un boulot qui vous attend en Australie. Faire ces boulots de construction, c'est souvent des boulots qui sont ultra bien payés. Et là je vais le servir 2 secondes. Si vous travaillez en France dans un métier qui est manuel, ça peut être n'importe quoi, la menuiserie, ça peut être électricien, ça peut être plombier. Dites-vous qu'en Australie vous allez trouver votre bonheur. Vous serez payé entre 35 et 40 $ de l'heure, sans blague, hein, sans déconner, et vous trouverez facilement un sponsor. Vraiment en claquant les doigts, vous trouverez un sponsor. Les Australiens font rentrer uniquement de leur pays la main d'œuvre dont ils ont besoin. Et en l'occurrence, tous les métiers manuels, ça, personne ne le fait en Australie. Donc c'est ultra recherché. Pour les filles, dans la construction, vous avez, alors je me rappelle plus pour le coup, je crois que c'est la Yellow Card, vous avez une possibilité de porter un panneau comme ça. Pendant 3000 heures le soir, c'est ultra bien payé, mais vous avez juste à porter un panneau qui dit attention, il y a des travaux. Nous en France, on a inventé un trépied qui permet de supporter ces panneaux, mais eux pas encore. Ils mettent des vrais gens qui vivent et du coup ils payent une fortune. Ouais, c'est vraiment un pays qui a trop d'argent. Donc il y a souvent les nanas qui font ça, c'est de nuit, vous avez pas au téléphone, vous avez droit à rien, vous portez votre panneau pendant 5 ou 6 heures, mais c'est ultra bien payé. Faites-le, si vous avez besoin d'argent très rapidement, vous le faites que pour 2-3 semaines. Vous pouvez également faire housekeeping. Ceux qui me reconnaîtront, ceux qui ont déjà vécu à l'étranger. Souvent, ce qui se fait, c'est que vous pouvez rester en auberge jeunesse gratuitement à une condition, c'est que vous êtes housekeeping pour eux. C'est-à-dire que vous allez nettoyer toutes les chambres, nettoyer. Hein. Parce que je les ai vus, les gars, ils passent vite fait un petit coup d'aspirateur à la zboubie et après ils font c'est bon, c'est fini, on fait l'autre chambre. Personne se plaint parce que tout le monde est bourré la veille. Donc vraiment, vous inquiétez pas. Faites les fermes. Pourquoi pas? Vous commencez directement par les fermes. Pour les fermes, il y a plein de types de boulot. Hein. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais vous avez travaillé en entrepôt, vous poussez des cartons, vous avez faire des cartons. Là, on est à un stade au-dessus. De pouvoir cueillir des fraises et des framboises et en manger des millions jusqu'à avoir la chiasse comme pas possible. Vous pouvez également travailler dans les fruits de la passion, les bananes, mais là les bananes c'est un peu compliqué, il y a des super grosses araignées et des serpents, il faut être un gars souvent parce que c'est très lourd, vous arrivez avec des sacs qui pèsent 1 tonne, mais les nanas souvent on les met aux entrepôts quand les gars sont sur le terrain en train de porter des trucs qui font 50 kg sur le dos quoi. Attention, encore une fois, quand vous trouvez un travail à la ferme, demandez bien que les jours soient comptabilisés pour le deuxième visa. Ça peut paraître débile, mais j'ai rencontré des Français qui ont fait 6 mois de ferme, et là, s'ils regardent la vidéo, ils pourront se reconnaître, qui ont fait 6 mois de ferme, et ils se sont retrouvés à la faire ah putain, on a fait 6 mois, on a tout explosé. Et les mecs, à la fin, ils ont même pas eu le papier, parce que en fait, c'était trop proche des grandes villes, là où ils travaillaient, et du coup, c'était pas valable pour le deuxième visa. Et du coup, ils se sont retrouvés 6 mois dans une ferme pour rien, quoi. Les vieux gars.
Si vous avez une bonne gueule, vous faites de la photo, dites-vous simplement une chose, c'est que tous les sous-métiers en France, même quand vous êtes musicien en France, on vous dit mais tu fais quoi comme vrai travail? Je veux dire musicien c'est pas un travail. En Australie c'est un vrai travail. En Australie vous pouvez faire 5 000, 10 000 balles par mois en étant musicien. C'est vrai, il faut que vous compreniez que la France c'est le tiers-monde quoi. En Australie c'est complètement aberrant, tout est faisable et tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Et aussi, comme j'ai expliqué dans l'étape précédente, vous avez la possibilité de trouver sur Gumtree, donc l'application, des boulots complètement atypiques, mais à de tous les gars. J'ai fait un travail que j'ai trouvé sur Gumtree où je devais mettre dans des boîtes aux lettres des prospectus. Et pour vraiment regarder ce que vous faites, il vous donne un GPS que vous avez dans le sac à dos et il regarde, vous faisiez bien toutes les maisons comme ça en diagonale. Et pour peu que vous en sautiez quelques-unes, comme j'ai fait à la fin parce que c'était crevant, et ben du coup, vous ne payez pas. Vous avez aussi la possibilité de faire du télétravail. Souvent le travail n'est pas très intéressant, mais c'est plutôt bien payé, puisque souvent c'est payé la nuit, et pas de responsabilité encore une fois. Si vous ne faites pas votre chiffre, c'est pas grave. Pas comme en France, on vous dit il faut que vous fassiez 4000 ventes en 2 heures. Et si vous le faites pas, on vous envoie au Lyon. Alors les gens ils sont là, ouais, j'y vais tout de suite, on le fait. Et du coup ils travaillent comme des oufs. Là non, c'est tranquille, l'Australie c'est hein. Enfin, la possibilité de faire figurant pour des films, des séries, encore une fois, comme vous pouvez le faire en France, hein, évidemment. Mais en Australie, ils recherchent beaucoup des personnalités atypiques. Et pour peu que vous soyez un petit peu basané, black, ou alors avec une crête, des tatouages, n'importe quoi, vous êtes déjà dans la case atypique et ça peut intéresser des recruteurs. Je tiens à préciser que c'est hyper important que vous ne vous focalisiez pas sur votre niveau d'anglais. On dirait pas comme ça, mais ça fait 10 fois que je la répète la phrase. J'en peux plus quoi. J'ai travaillé avec beaucoup de Français qui savaient même pas parler anglais et qui étaient le good worker. I swear là, it's very good, very good. Et les Australiens font très bien. Vas-y, signe là, tu m'as convaincu. Et donc maintenant, je vais vous donner des exemples de vrais boulots ou comment trouver des vrais boulots et par quels moyens trouver des vrais boulots. Donc premier conseil, ça va être les agences d'intérim. Les agences d'intérim, il y en a 1 milliard en Australie. Souvent dans la foulée de votre entretien donc de face à face avec un RH, ils vous feront passer tout de suite après des entretiens devant un ordinateur pour connaître votre niveau avec Microsoft Office. Ça va être du Word, l'Excel, Outlook et un petit peu de PowerPoint. Ces agences intérim, elles sont hyper intéressantes parce que les recruteurs, ils sont payés à la com. Plus ils trouvent du travail aux petits jeunes qui viennent toquer à leur porte et plus ils gagnent dessous. Donc c'est tout dans leur intérêt de vous trouver un travail qui correspond à ce que vous savez faire. Alors il y a plein de boulots différents. Ça va du réceptionniste, ça va du marketing digital, ça va du livreur, ça va être du vendeur de produits, ça va être assistant de vente, ça va être des missions marketing de courte durée, ça va être du business international, de l'import-export si vous savez le faire. Notez que vous pouvez cumuler plusieurs agences d'intérim comme en France afin d'avoir du boulot quasiment toute l'année. Et encore une fois, vous pouvez faire ambassadeur de marque. Souvent, quand vous voulez vous faire recruter pour ces agences-là, c'est des entretiens par groupe. Alors ça se fait pas vraiment en France, c'est un petit peu déroutant au début parce que vous avez plein de tocards qui arrivent et qui font les beaux gosses ou les nanas qui sont ultra belles et ultra bien foutues, qui vont faire souvent des boulots de mannequinat pour la même boîte. Il y a de tout, hein. Vraiment je vous dis, il y a vraiment de tout. Hein. Mais il faut savoir que dans ces entretiens en groupe-là, ils recherchent pas du tout, mais alors pas du tout l'expérience que vous avez faite auparavant, mais ils recherchent des personnalités, ils recherchent des gens qui ont du peps, qui savent bien s'exprimer en anglais, qui savent inventer un discours en contexte naturel. Et d'ailleurs, les personnes qui échouent sont les personnes qui sont là. Alors j'ai 31 ans, je vis actuellement avec mes parents. Les mecs ils ont appris un texte par cœur et réussissent ça, non, ça marche pas. Ce que je faisais, je me mettais un petit peu en position, pas du blaireau quoi, mais en position ouverte pour discuter avec les gens. J'étais pas les mains comme ça sur la table à essayer d'être sûr comme on vous apprend à l'école de commerce là, et dire oui, je me tiens droit, légèrement ouvert, 35 degrés sur la droite, petit sourcil qui pète. Vous soyez complètement naturel et que vous commenciez à discuter, limite à rigoler, à faire des petites blagues. C'est hyper important de dire n'importe quoi parce que c'est exactement ce qu'ils cherchent. Vous allez représenter une marque, vous devez être dynamique, vous devez être drôle, vous devez être persuasif également. Et si vous arrivez en mode stressé, alors là, oubliez à tout jamais quoi. Aussi avec ces boulots d'ambassadeur de marque, vous avez la possibilité d'en cumuler plusieurs et vous pouvez travailler pour 4-5 boîtes différentes et aussi avoir plein de petits contrats qui durent sur des mois plutôt que ça dure 3 jours et vous foutez rien le reste du temps. C'est super bien payé, c'est $25 minimum par heure et le week-end c'est quasiment le double. Vous avez la possibilité de postuler par internet, mais les taux de réussite sont relativement faibles. Pourquoi? Parce que il faut que vous compreniez que vous avez un visa, c'est visa pakistanais, Beyrouth centre, banlieue nord de Paris quoi. C'est un truc qui pue la merde. Et le plus efficace,
ça va être de parler autour de vous. Alors c'est quelque chose que je déteste faire. Je déteste parler aux gens en soirée, commencer à gratter des plans à droite et à gauche, mais je me suis rendu compte avec les années que c'était la façon la plus simple d'avoir du boulot. Souvent tout se fait en sous-marin, vous êtes rarement sélectionné parce que vous avez un super CV, à part si vous voulez postuler à la NASA, il vous faut des compétences de ouf. Mais souvent c'est j'ai un pote qui m'a dit que machin, il cherche à droite et à gauche, et là le mec il a 65 millions de CV, si vous pouvez lui épargner lire les 65 millions de CV de mecs qui savent pas s'exprimer en anglais, il serait bien content d'avoir un mec qui a un bon niveau et qui a été référencé par un autre pote. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités en Australie. Vous avez les rencontres Alliance française qui aussi marchent avec la Chambre des commerces. Vous avez plein de petits apéros, des petits apéros même, avec la liaison des petits apéros. Ouais, c'est chaud mec. Ou même carrément, allez-y au culot, il y a des séminaires qui se font, c'est gratos, vous y allez, vous commencez à parler un petit peu à tout le monde. Je déteste, je dis ça alors que j'ai horreur de le faire, hein, mais je l'ai déjà fait et j'ai même organisé par la suite des moments de business relationship comme ça. C'est insupportable parce que les gens se regardent dans le blanc des yeux et vous leur disiez allez parlez, vous avez plus 15 ans, vous êtes sorti les doigts, maintenant vous êtes devant quelqu'un qui a potentiellement envie de vous recruter, donc allez-y parlez quoi. En revanche, n'y allez pas avec votre CV comme j'ai vu beaucoup de Français et ils sont recal direct. Parce que si vous allez en mode Je cherche uniquement du boulot, j'en ai rien à battre de ce que tu fais dans la vie. vous allez passer pour le gros relou de la soirée et personne va vous parler. C'est comme si t'es arrivé dans une soirée avec du passoire quoi, tu vois. Tout le monde te regarde bizarrement parce que t'es là et qu'est-ce qu'il fait avec son passoire, il est con quoi. Une fois que vous aurez fait ces premiers vrais emplois, encore une fois, vous aurez plus de facilité à postuler pour d'autres offres qui, elles, vous permettraient par ailleurs d'avoir un vrai sponsor par la suite. Et pas juste une promesse faite par un bab tout fragile, quoi. Soyez pas trop sérieux non plus, mais essayez de quand même montrer que vous avez du potentiel et que vous voulez en donner. C'est uniquement ça qu'ils cherchent en Australie, vraiment. Ce qui nous amène à comment s'installer dans le pays ciblé. Maintenant, si vous n'êtes pas en VIE, c'est-à-dire avec un contrat français qui vous envoie à l'étranger directement, vous allez devoir travailler au corps. Vous allez devoir travailler au corps un petit peu votre futur patron, c'est hyper important. Le mec qui se bat jamais, c'est. Vous allez vous rendre compte que les visas, ils sont au cœur de votre réussite à l'étranger. Sans visa, vous n'êtes rien. Et si vous n'avez pas un bon visa dès le début, c'est-à-dire un visa qui vous ouvre des droits, vous aurez moins de facilité de trouver un travail. Et ça fait 2 grosses coronesses, mais c'est exactement ce qu'il vous faut. Les futurs recruteurs le savent. Si vous avez un visa qui n'est pas oufissime comme le Working Holiday Visa, ils savent qu'ils pourront vous travailler au corps et utiliser la carte Yu-Gi-Oh ultime. Si t'es pas content, tu t'en vas de mon pays. Donc soyez clair dès le début. Si vous avez un travail et que c'est le travail que vous voulez faire pour les 15 prochaines années de votre vie, admettons, soyez clair avec votre patron, faites-le noter par écrit en disant Non, je jure là, je le recrute plus tard et je lui donne un sponsor. changer d'air, c'est primordial pour garder une motivation continue. En plus de ça, il se peut que vous arriviez dans un groupe où il y a des gens qui ressemblent à des boulettosaures puissance 2 millions qui ont trouvé du travail en une semaine, alors qu'ils sont pourris quoi. Picolent, ils se droguent tous les soirs, ils font la fête, ils sont arrachés, ils ont du boulot et pas vous. Alors vous êtes là, qu'est-ce qu'il a fait lui? Et ça pourrait miner votre morale. Il y a aussi énormément de groupes français en Australie, les Français à Sydney, les Français à Melbourne, les Français qui ont entre 18 et 20 ans, les Français qui font pipi debout, il y a de tout et n'importe quoi. Je tiens à préciser qu'il est tout à fait normal de rester avec des Français une fois que vous êtes à l'étranger. Souvent on se dit on va partir à l'étranger, on va vivre avec d'autres gens, on va se faire des potes anglais, australiens, chinois, russes. Ça se passe rarement comme ça, vous restez dans votre délire, on est très communautariste et vous vous rendez compte que tout le monde est pareil, les Chinois sont pareils, les Espagnols sont pareils, les Italiens sont pareils, les Grecs sont pareils. Parce qu'en France, c'est vrai qu'il y a un vrai doute sur notre façon de parler anglais. Vous allez commencer à parler anglais en faisant des fautes et vous allez forcément avoir un gros relou qui va faire « Oh, il sait pas parler le con !» Allez en soirée, prenez une petite bière, ça délie les langues et après vous pourrez parler à droite et à gauche avec tout le monde autour du bar. J'ai vraiment des conseils d'alcoolo quoi. Je me rends compte, n'ayez pas honte de faire des erreurs en anglais à l'oral. Même les Anglais, ils savent pas leur langue. Vous leur demandez, c'est it has been, it was, with, been, mean, et ils sont là, je sais quoi, hein? Quoi? Il dit quoi lui? Ils savent pas, même eux ils savent pas. Donc vraiment vous prenez pas la tête. J'ai vu des gens parler au présent, quelles que soient les conditions quoi. Tomorrow I go, yesterday I go. Et les Anglais sont là, oh très bien. Et moi je suis là, et vous dites mais quoi? Puis ils exagèrent toujours les Anglais, ils sont là. Et puis vous leur faites mal quand vous parlez pas bien anglais, ils plissent les yeux. Si vous dites, il est où le McDonald's? Ah, le McDonald's. Ok.
Une bonne façon de relativiser et de décompresser dans le pays, c'est aussi faire une activité qui vous était chère en France, du fitness, de la danse, de l'escrime, enfin peu importe, bon, l'escrime peut-être pas, mais, mais faire une activité que vous appréciez en France, la faire à l'étranger. Et en plus de ça, ça pourra faciliter les interactions sociales et agrandir en plus votre cercle d'amis et trouver des gens qui sont sur le même délire que vous. Une fois que vous aurez réalisé toutes ces petites choses-là, il va falloir que vous fassiez le vrai de vrai. Le road trip, c'est hyper important de faire un road trip. Et c'est le 5e conseil, comment faire un road trip. Faire un road trip, c'est essentiel quand on visite un pays. Cela dit, c'est important de savoir quand est-ce que vous allez le faire. Si vous voulez vraiment vous installer en Australie, par exemple, il va falloir le faire à un moment donné où votre employeur, il n'aura pas à vous attendre pendant 2 mois et dire qu'est-ce qu'il fait ce con quoi. Il va falloir le faire soit tout au début, soit au milieu et vous dire bon allez je me laisse quelques mois pour faire un road trip, mais rarement à la fin. Vraiment, comptez même pas le faire à la fin de votre première année. Honnêtement, ça sert à rien. Si vous le faites au début, vous allez galérer parce que vous n'avez pas trop de thunes, vous avez juste des économies de France. Et si vous le faites à la fin, ça va pas être intéressant pour votre employeur. Donc je pense que la meilleure période pour le faire, c'est au milieu de votre première année. Donc au bout de 4-5 mois, vous avez commencé à faire des petits boulots, vous avez mis un petit peu de sous de côté et à ce moment-là, vous allez pouvoir voyager serein finalement. Donc c'est vraiment pas facile de gérer la logistique pour préparer son road trip. Mais, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est-à-dire il y a environ 2 ans et 8 mois de ça, je pense qu'il est important de commencer par les fermes. Et si vous commencez par les fermes, vous avez directement des sous mis de côté. J'ai vu en même temps. Maintenant, avec qui faire le road trip, bordel? J'ai vu tellement de gens faire des road trips avec des gars qu'ils ont rencontrés en auberge jeunesse au bout de 2 semaines. Et au final, ils ont des expériences pourries parce qu'il s'avère que les gars avec qui ils sont, ou les nanas, elles sont nulles. Au début, ils ont l'air super beaux et puis au final, vous restez 2 secondes avec eux et puis ils sont pourris quoi. Ils ont rien à dire, ils font la gueule tout le temps. Vous êtes devant un magnifique paysage, ah c'est trop bien et tout, ils sont là. Super, je crois que j'ai pas mon passeport, je crois qu'il fait froid, oh il fait chaud, je suis fatigué, j'ai faim. Et là, vous êtes là, si vous avez des guns, vous pouvez tous les tuer là. Je m'énerve tout seul là. Si vous venez seul ou vous n'avez pas forcément de potes quand vous arrivez sur place, soyez sûr de la personne avec qui vous allez faire votre trip. Passez des soirées, discuter de choses qui vous intéressent. Si vous n'êtes pas sur mon longueur d'onde, cherchez même pas les gars. Vous allez acheter quand même une voiture, un van avec quelqu'un et vous serez intimement lié avec cette personne pendant 3-4 mois quoi. Il se peut que vous choisissez quelqu'un qui a l'air cool au début et en fait son délire c'est LSD, champi, Sarwell. Quelle indignité. Et que vous êtes plutôt bonnet blanc avec casque à pointe, dites-vous que ça risque de coincer un poil. Maintenant, vous allez devoir acheter un van avec cette personne ou ces personnes et dites-vous, allez à 120%, même pas 100%, que vous ne revendrez pas le van au prix auquel vous l'avez acheté. Et ça, c'est hyper important. Les gens achètent des vannes à 7000 balles et ils sont persuadés qu'ils vont les revendre 7002. Alors, on va faire une bonne affaire. Au final, le van, vous allez le vendre 2000. J'ai croisé quasiment personne qui n'a pas vendu à 50% le prix du van auquel il a acheté au début. Bon, du coup, vous vous retrouvez souvent avec des merdes qui coûtent rien. Mais vraiment, essayez la voiture, demandez les factures. Si c'est un van, faites un tour avec le gars. Souvent, il vous dira, il y a un petit souci là, etc. Il y a rarement des gens qui mitonnent. Il faut que vous pensiez froid. Ça caille sa mère en Australie la nuit les gars. Pensez froid, dites-vous qu'il fait 40 degrés la journée et la nuit c'est très humide et on se gèle les miches. Pensez à acheter des sacs de couchage moins 3000 degrés parce que vraiment vous allez en avoir besoin. Aussi c'est interdit dans beaucoup de villes, si ce n'est quasiment toutes les villes maintenant, de dormir dans son van en Australie. Et déconnez vraiment pas avec la police en Australie, on est loin de la police bisounours en France, sans déconner. Là les amendes elles sont ultra salées et c'est pas juste vous refaites plus ça monsieur hein. Je sais pas comment on écrit votre prénom parce que je suis illettré, mais attention, je vais vous mettre une balle dans les yeux. C'est le seul truc que je sais faire moi avec les gilets jaunes. Petit aparté, si vous achetez un van ou une voiture, pensez à regarder également les péages qui sont dans les grandes villes. Alors il se peut que vous empruntiez des routes des fois et vous receviez des amendes chez vous ou pas, mais il se peut que vous rouliez sur des routes qui, en fait, il faut les payer quoi. Mais vu que c'est pas du tout intuitif, il faut vraiment que vous vous renseigniez et être sûr que vous empruntez des routes qui sont pas payantes. C'est vivre en mode clochard. Vous allez avoir un pull qui pue le Roquefort sur vous pendant 2 mois quoi. Faut se visualiser être crade et pas pouvoir accéder à des douches pendant un certain moment quoi. Même si vous avez votre douche portative, ça va, on a tous su la douche portative, tu vas la utiliser 2 fois, tu vas en avoir plein le cul de la remplir tous les matins et attendre que la batterie elle se recharge avec le soleil. Tu vas te faire une douche à la haute cristalline et comme tout le monde fait, des lingettes corondons pour te laver la barre
et ça va être uniquement ça le délire. Hein. Et hop, on est reparti pour une semaine, ça va, on connaît. Hein. Aussi, un road trip, ça se passe rarement comme dans les films. Hein. Dans les films, ils s'éclatent, ils s'arrêtent, ils kiffent, ils passent des super bons moments. On rigole les premiers jours et on devient très vite fatigué. Parce qu'on veut essayer de tout voir, on veut essayer de tout faire, tout visiter au plus vite parce qu'on a envie. Et vous allez vous rendre compte qu'il vit dans un 1 mètre carré avec votre pote ou votre ami, c'est vite relou quoi. Vous allez vous rendre compte que ça devient vite Bobigny dans le van quoi. Enfin, pensez à prendre des batteries externes de tout et n'importe quoi pour votre téléphone, pour votre ordi, pas forcément y avoir un pépin et vous allez forcément vous retrouver dans la merde à un moment donné ou l'autre. C'est obligé. Il y a rarement des road trips qui se font comme ça naturellement. On sait tous que la glacière vous allez l'utiliser au début pour mettre un petit peu du jambon, un peu de fromage et vous mettez de la glace et vous allez rendre compte que la glace fond au bout de 2 heures donc ça sert à rien, il faut la vider tout le temps. Donc au final la glacière pendant 2 jours une réserve à bouffe et les 4 mois qui suivent pour stocker l'alcool et la bière quoi. Encore une fois on parle d'alcool mais je suis désolé mais c'est le cas quoi. Voilà pour ces 5 trucs et astuces sur comment préparer votre voyage à l'étranger. Certains conseils que je vous ai cités ont l'air d'être tout bonnement simples, de bon sens, mais honnêtement vous allez rapidement vous rendre compte que vous perdez cette capacité à raisonner normalement quand vous êtes à l'étranger. Et surtout dans la précipitation des événements, vous allez souvent prendre des décisions hâtives qui vont vous faire n'importe quoi. Maintenant si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager avec votre pote, votre prochain compagnon de route. Évidemment je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions par email ou par commentaire, ça va de soi. Donc à l'attendant, préparez bien votre voyage, kiffez bien le confinement, hein. Vous n'avez plus d'excuses pour économiser de l'argent si vous avez encore la chance d'avoir un salaire à la fin du mois qui tombe. Et évidemment, ne sortez pas de chez vous, pensez empathie, pensez aux autres et je vous dis à bientôt pour l'épisode 3. Ciao! Mais oui, c'est clair. Quelle indignité. Quand même.